Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je pense que le référendum peut être une voie pour débloquer et permettre aux Françaises et aux Français de s'exprimer. Mais je le ferai d'abord avec beaucoup de précautions. Je pense qu'Emmanuel Macron prend un double risque en commençant par l'international. On a essayé, moi je n'ai pas arrêté les messages, de dire il faut aller taper au porte-monnaie de ceux qui en détiennent et des consommateurs. Parce que si on ne responsabilise pas les consommateurs, et je le dis solennellement ce soir, s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafiquants. Aujourd'hui, nous avons besoin des États-Unis d'Amérique en Europe, pas la France. Nous avons quasiment la seule armée indépendante. Mais nous serions irresponsables de ne pas nous organiser pour que dans 5 à 10 ans, on puisse continuer de coopérer. Hier soir, pendant 3 heures, à la télévision sur TF1, Emmanuel Macron s'est défendu plus qu'il n'a annoncé. Le président a longuement répondu à ses contradicteurs sans dessiner pourtant de cap clair par la suite du quinquennat. En tout cas, c'est ce que disent aujourd'hui ses contradicteurs. Alors parlons vrai. Après sa prestation d'hier soir, Emmanuel Macron est-il démonétisé? À la question Macron sur TF1, êtes-vous inquiet pour les 2 dernières années du quinquennat? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Vous pensez qu'au contraire il a fait une bonne prestation ou vous n'attendez plus rien? On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour commenter avec nous, Jean Petot est avec nous, politologue. Bonsoir Jean Petot, merci d'avoir accepté Merci à vous. Notre invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. On le disait à l'instant, nous ne sommes pas nombreux à avoir regardé jusqu'au bout l'entretien avec Emmanuel Macron qui a duré un peu plus de 3 heures. Pour répondre à la première question de Sud Radio, il était difficile de demander au président une vision pour l'avenir, alors qu'il a passé son temps, et c'était tout à fait normal, à répondre aux critiques et à la dénonciation de son bilan. Au fond, c'était presque un entretien de fin de parcours présidentiel. Et donc, il l'a fait d'une manière qui peut être discutée sur le fond, du genre, au fond, je n'ai pas pu le faire parce que c'était difficile, je n'ai pas tenu toutes mes promesses, mais en réalité, ce que j'ai trouvé relativement fort sur le plan de la forme, c'est qu'il a répondu avec une politesse constante à un bombardement politique et médiatique qui, évidemment, était exclusivement à charge. Alors, il a sans doute pas convaincu grand monde, mais pour l'avenir, la seule possibilité pour lui, ce serait de tenter de combler un tout petit peu le hiatus qui a explosé hier entre ce qu'il avait promis et ce qu'il a fait. Françoise Degois. Vous savez, Jacques Pilan, qui était le sorcier de l'Élysée, disait une chose merveilleuse. Il était communicant, on le rappelle. Le grand communicant de François Mitterrand, notamment, disait il ne faut jamais à la télé si on n'a rien à dire. Et la réalité, c'est qu'il est très difficile pour un homme politique de refuser ce type d'invitation. Mais il aurait fallu refuser ce type d'invitation. D'abord parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Ensuite, pendant 3 heures, Emmanuel Macron, finalement, n'a pas fait que se défendre. Il va un peu mieux dans l'opinion. Et sur la question des retraites et sur l'entretien avec Robert Ménard, les 2 choses les plus réussies, à mon avis, Sophie Binet et Robert Ménard, eh bien, on retrouve le Macron qu'on adore détester. C'est-à-dire, on a retrouvé un Macron cassant, fermé, alors que depuis des mois et des mois, il essaie de lisser justement cette image. Moi, je pense qu'il a complètement raté sa prestation. C'est pas simplement que c'est moyennement réussi, c'est totalement raté. Et quand on vous donne les chiffres d'audience, eh bien, ça veut dire que c'est raté devant 5 millions de personnes, mais surtout, vous voyez la courbe qui ne cesse de descendre. Elle ne fait que baisser. Donc, on voit bien, si vous voulez, que quand vous êtes un président comme ça, en fin de parcours, qu'il n'y a aucun enjeu sur votre réélection, il ne sert à rien, à part un exercice narcissique complètement déplacé, il ne sert à rien de venir faire 3 heures. Je pense que dans les semaines qui viennent, Emmanuel Macron va rebaisser dans les sondages, c'est évident. Jean-Michel Fauvergue. Bon, moi, j'en ai un peu assez de toutes ces critiques-là. À chaque fois qu'un personnage politique majeur passe à la télé, où c'est la critique instantanée de tout et de n'importe quoi. En fait, en réalité, il y a eu des annonces qui ont été faites. Il y a eu des annonces, l'annonce sur l'Ukraine, le positionnement sur Gaza, le partage de la dissuasion nucléaire, tout ça, ce sont des annonces qui ont été faites. Il a aussi affirmé des choses qu'il avait déjà affirmées, et que ça plaise ou que ça plaise pas. Il a dit la retraite, on continuera à faire comme ça. Voilà, la retraite, on va pas revenir sur la retraite. La TVA sociale, il a commencé à l'annoncer, même s'il a pas parlé de TVA
minima social, mais il a dit ArcelorMittal, je vais pas nationaliser, on va laisser faire le marché là-dessus. Alors c'est vrai que sur d'autres domaines, effectivement, je rejoins mes camarades. On était dans la redondance de choses qu'on connaît déjà, la simplification des normes, le travailler plus. Alors certes, il faut travailler plus, mais on nous dit pas comment le travailler plus. Il a annoncé le non-renouvellement de certains fonctionnaires. J'ai été très déçu sur la sécurité. Ce qu'il a annoncé sur la police municipale, c'est ce qu'on a tenté de faire, et en particulier ce que moi j'ai tenté de faire avec des camarades de 2017 à 2022, et on n'a pas eu notre majorité pour ça, pour nous soutenir là-dessus. Et donc là, il est en train d'annoncer des choses qu'on aurait pu faire avant. Là, ça m'a visiblement déçu, sur les places de prison aussi, bien qu'il y ait eu des annonces qui ont été faites. Donc, moi, je pense que le bilan est mitigé, et je pense qu'on ne peut pas non plus voir un bilan de discussion comme ça à l'aune de l'audimat. Je voulais juste, je ne regarde pas du tout à l'aune de l'audimat, je suis comme Philippe Bilger, j'ai écouté jusqu'à la dernière seconde, juste avant Jean, dire une chose. La folie générale de cette émission a été hier que tout le monde s'est adressé à Emmanuel Macron, y compris Darius Rochebin, y compris Gilles Boulot, qui ne devrait pas faire cette faute, y compris Sophie Binet, s'est adressé à cet homme comme si cet homme avait encore un pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est référendaire, dissolution, nomination et décoration. Vous comprenez bien qu'on lui a parlé comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il avait une majorité et comme s'il n'était pas en cohabitation. C'est ça qui est fou en réalité. La folie générale de ce moment, elle est là. Il n'a aucun pouvoir de décider sur la nationalisation d'ArcelorMittal, pas plus qu'il a de pouvoir de décider sur les fonctionnaires. Hier, tout le monde a fait comme si dans une espèce d'illusion collective, comme si on avait en face un Emmanuel Macron avec un Premier ministre, une majorité. C'est ça qui est dingue. C'est fou. Même moi, à un moment donné, je me suis pincé en me disant, mais réveille-toi. Jean Petot, vous êtes un politologue connu et reconnu. Est-ce que cette émission de plus de 3 heures, en termes de communication, comme disait Françoise Degois, c'est pas une erreur, c'est une faute? Je vous propose un retour en arrière dans le temps sur le modèle de Retour vers le futur, vous savez, avec la DeLorean. Oui. On va remonter à 425 ans, 1600. Alors je vais faire comme mon De Niro, mais à l'envers. Much ado about nothing. Pièce de Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Alors c'est terrible, c'est une pièce qu'écrit Shakespeare en 1600 et ça reste, et c'est un petit peu, je pense, malheureusement, ce que l'on peut sous-titrer de la prestation d'hier soir. Je rejoins complètement Françoise quand elle dit qu'il y a eu quand même un véritable décalage entre ce qui lui était demandé à Emmanuel Macron, président de la République, et la réalité, ne serait-ce que institutionnelle. Et cela, ça nous renvoie aussi à un autre ouvrage, mais alors celui-ci qui est parfaitement sérieux et remarquable, du grand historien Marc Bloch. Ça s'appelait Les Rois thaumaturges, et ça décrivait par Marc Bloch comment, lorsque le roi était sacré, il pouvait, soi-disant, guérir les écrouelles. Absolument. C'est-à-dire, en fait, avoir une espèce de pouvoir magique qui devait tout traiter et tout régler et tout soigner. Alors ça va bien quand il s'agit, je veux dire, d'un président, surtout quand il a 39 ans et qu'on est en 2017, dans les semaines qui suivent son élection, mais 8 ans après, on se demande, à la limite, qui est responsable. Est-ce que c'est malgré tout quand même le narcissisme d'Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est une attente des Français, mais aussi de ceux qui parlent à leur place? Et vous avez cité un petit peu le casting des intervieweurs hier, qui se trompent complètement à la manière avec laquelle on peut interroger un président de la République qui... je reste dans la comparaison cinématographique, un peu sur le modèle des Monty Python, à pratiquement plus de bras et pratiquement plus de jambes. Est-ce que pour vous, on est déjà dans l'après-Macron? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300, Philippe Bilger. Jean, comme toujours, avec beaucoup d'esprit, je vous trouve très sévère tout de même. D'abord, je n'ai absolument pas senti hier soir du narcissisme, bien au contraire. On avait affaire à un Emmanuel Macron
largement affaibli face aux charges constantes et parfois lassantes qui n'étaient destinées qu'à montrer son impuissance et la faiblesse de son bilan. Et il l'a senti puisqu'à un moment donné, il a dit, en s'énervant à peine, mais je ne suis pas tout, je ne suis pas à la fois ministre, je ne peux pas répondre à tout. Et donc, ce qui m'a, d'une certaine manière, ému sur le plan politique, c'est qu'on a eu la démonstration claire de la faiblesse de la politique. C'est-à-dire un homme qui avait envoyé une flopée d'espérance, qui est tout sauf idiot, et qui a été confronté à une réalité durant 8 ans, qui aboutit hier soir à le voir sur le sable politicien et à être incapable d'expliquer pourquoi il n'a pas su faire ce pourquoi il était fait. Jean Petot. Mais oui, je comprends tout à fait ce que vous dites, Philippe. Homme de grande culture que vous êtes, vous savez aussi comment finit Narcisse. C'est-à-dire qu'il finit finalement par se noyer dans ce reflet, dans lequel il veut continuer à s'admirer. Françoise a parfaitement raison quand elle dit qu'il ne fallait pas faire cette émission. Je suis assez convaincu de ça. Pourquoi faire une émission de 3 heures dont on a vu effectivement qu'aujourd'hui les instruments de mesure sont redoutables puisqu'ils permettent de voir le désintérêt. C'est comme si dans une salle vous aviez le public qui partait au fur et à mesure, et ça d'une certaine façon c'est réifié le lendemain matin par les outils de mesure. Donc il y avait d'une certaine façon tout à perdre, surtout d'une certaine manière aussi pour ne rien annoncer ou de rien annoncer de fort qui pourrait éventuellement susciter une dimension, j'allais dire, mobilisatrice. Alors c'est vrai que sur la politique internationale, sur les questions de défense, là pour le coup il est resté dans domaine, dans la compétence que la situation politique intérieure lui réserve encore aujourd'hui. Mais il ne fallait pas sortir de là. Mais Saint-Emmanuel criblé de flèches, est-ce que ça peut pas, d'une certaine manière, le faire monter dans l'opinion? Non, je pense que ça me semble compliqué. Vous savez, Saint-Sébastien, c'est pas non plus celui qui est le plus populaire des saints, quand même. Non, et puis en plus de ça, je pense que la détestation d'Emmanuel Macron est tellement forte. Hier, il aurait pu gagner son émission en donnant le sentiment qu'il avait radicalement changé quelque chose. Et il a été tel qu'en lui-même, moins arrogant, moins. Juste une petite question avant de partir au standard. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse, entre guillemets, son mea culpa, plutôt que de se justifier de choses qui... Je pense qu'il n'aurait pas fallu faire cette émission. Ce n'était que... Non, mais quitte à la faire. Quitte à la faire, je pense qu'il aurait dû montrer autre chose de lui-même. C'est-à-dire que ce que disait Pilan, c'est soit vous êtes capable de montrer radicalement que vous avez changé, il disait ça à Mitterrand, soit vous annoncez quelque chose qui enflamme des normes, pas forcément pas forcément de polémique, mais qui crée un élan, soit vous ne faites pas. Et il avait théorisé le silence jupitérien, en fait. Il l'avait théorisé. Allez, le 0826 300 300 est avec nous Luc du Perreux-sur-Marne. Luc, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Je vous trouve bien gentils tous à l'égard de M. Macron. Ah bon Philippe Bilger a raison, la charge a été rude. Il a été confronté à un conseil d'administration, tout simplement, réuni pour acter un constat d'échec du dirigeant, peut-être préalable à une mise au rencard. Pourquoi est-on aussi gentil avec les hommes politiques? Je n'arrive pas à comprendre. La France est au bord du gouffre à tout point de vue. Économiquement, en matière de sécurité, à tout point de vue, plus rien ne fonctionne. Alors tout n'est pas de sa faute. Mais quand j'entends Françoise Debois, que je remercie d'avoir eu des propos aimables au début de l'émission à mon égard, quand je l'entends dire il peut plus rien faire, il a plus que 2 ans, il est comment dirais-je, le roi est nu. Oui, mais ça fait 8 ans qu'il mais je suis d'accord, mais je ne lui trouve pas une excuse, Lucas, pardon, excusez-moi, j'interfère, mais je ne trouve pas du tout que c'est une excuse quand je dis ça. Je dis que c'est une fumisterie de l'installer dans le rôle de quelqu'un qui peut encore faire quelque chose. Allez, restez avec nous, Luc. Parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300, cap au sud, parce que du Perreux-sur-Marne, on passe à Perpignan. Bonsoir Simon.
Ça va faire plaisir à notre catalan Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir Simon, bienvenue. Oui, bonsoir, merci. Bon, moi j'ai simplement 2 mots à dire. Concernant déjà les annonces d'une éventuelle, je veux dire, je sais plus, j'ai plus le mot, excusez-moi. Référendum. Voilà. C'était effectivement annoncé un peu partout pour peut-être capter un peu l'intérêt pour cette entrevue de 3 heures, si pas une entrevue. Et ça n'a pas fonctionné, déjà, premièrement. Et puis bon, entendre des discours lénifiants et satisfaits pour dire qu'on a tout réussi, alors qu'on a fait, moi je dirais que le président est un bonimenteur, et que bon, maintenant je crois que ça suffit. Il faut qu'il fasse, ou il décide de faire quelque chose ou de se démettre. Un point, c'est tout. Mais faire quelque chose, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas dissoudre avant le 7 juillet, c'est-à-dire dans un tout petit peu moins de 2 mois, et il va pas dissoudre en juillet pour voter en août. Il peut démissionner. Voilà, il reste que ça. Oui, mais ça, démissionner, il peut le faire quand il veut. Il ne le fera jamais, vous savez bien. C'est comme les gens qui pensent que Bayrou va démissionner après l'affaire Betaram, en fait. Et puis c'est pas normal. Alors, on aimerait bien. Simon, vous êtes catalan, on a un autre catalan qui veut vous répondre, c'est Jean-Michel Fauvergue, mais en français, pas en catalan, c'est Mousplaus. Ouais. Alors, démissionner pour un président de la République, oui, bien sûr qu'il peut le faire, mais c'est pas raisonnable, et la problématique, c'est que ça créerait un précédent et qui fait que ultérieurement, il y a un président qui a démissionné de Gaulle. Oui, pourquoi après un référendum. Absolument. Raté, sur lequel il n'a pas eu la majorité. Qui n'était d'ailleurs pas un référendum, mais une tentative de plébiscite. Donc effectivement, il ne faut pas l'oublier. Mais il créerait un dangereux précédent qui serait ensuite... le problème, c'est que pour après, ça construirait une instabilité dans la Ve République qui fait que cet homme qui a été élu quand même pour 5 ans, il a été élu par les Français pour 5 ans, pour la 2e fois. Donc à un certain moment, il faut savoir aussi ce qu'on fait. On est Français, on est électeur, il faut savoir ce qu'on fait. Et donc aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout plutôt que de critiquer tout le temps. Et puis je rajoute une chose. Moi je me souviens qu'à la fin du quinquennat de Hollande, tout le monde le poussait à démissionner, il n'en voulait plus non plus. Qu'à la fin du quinquennat de Sarkozy, tout le monde le poussait à démissionner. Plus personne n'en voulait non plus. Chirac, c'était à peu près pareil. Donc à un certain moment, il faut peut-être se poser la question, c'est si ces hommes, ces femmes politiques, et j'ai été politique, et je me suis pas représenté, donc j'ai arrêté ça, mais ces hommes et ces femmes politiques qu'on critique autant sont si mauvais que ça, pourquoi vote-t-on pour eux, et pourquoi continuons-nous comme ça? Il faut aussi qu'on se pose la question de savoir si cette problématique-là, elle vient uniquement des politiques, ou elle vient aussi des Français et des électeurs en particulier. Je peux répondre très court. Allez-y. Bien sûr. Oui, alors déjà, premièrement, faute de grive, on mange du merle pour les élections. Et deuxièmement, quand on élit quelqu'un, on lui donne pas un quitus de 5 ans, surtout quand il ne respecte pas ce qu'il a annoncé. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Mais ils l'ont tous fait. Oui. Ils l'ont tous fait, y compris De Gaulle d'ailleurs. Le mot de la fin à Jean Petot, notre invité. Je ne sais pas, Simon. Jean Petot, le mot de la fin pour vous. Oui, je ne sais pas comment vous écrivez la fin, mais bon. Oui, parce qu'il était question de merle et de grive là à l'instant, mais non, à mon sens, on voit toute la complexité de la situation. Je suis parfaitement d'accord avec Jean-Michel, qui pointe aussi les contradictions qui sont celles d'un peuple, d'un pays qui râle tout le temps, qui aime bien le chamboule-tout, quoi, et qui aime bien taper un petit peu sur ce qu'il a pu élire. Moi, je ne crois pas que le président ait à démissionner. Il a un mandat de 5 ans. Ce mandat, il doit aller à son terme. Je me dis simplement que parfois le silence a plus de valeur que les paroles que l'on déploie et qui rompent le silence. Voilà, c'est tout. C'est clair. Ça, c'est clair que. Pour la peine, vous avez tellement raison, Jean Petot, c'est qu'on va faire silence pendant quelques instants. Pour revenir plus fort dans un instant au qui c'est qui l'a dit. Merci beaucoup, Jean Petot, politologue. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci à Simon de Perpignan. Luc, on vous garde puisque vous êtes notre vraie voix du jour. On fait une petite pause, ce silence justement, et revient dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.